Vous êtes bien sûr la première. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h. L'actualité ce soir, nous prendrons des nouvelles des 6 Sri Lankais en attente de réponse pour leur demande d'asile. Pour la première fois, ils ont accepté de raconter leur périple. Après avoir fui des conflits religieux ou des menaces d'enlèvement, ils auraient pris le bateau en Inde avant d'arriver sur nos côtes. Leur témoignage dans un instant. Laurent Wauquiez jette l'éponge. Le numéro 1 du parti Les Républicains a démissionné de la présidence. Un nouveau bouleversement pour les partisans déjà ébranlés par la claque reçue aux européennes. Enfin, il est le premier Mahorais à jouer dans un grand club de foot étranger. El Fardou Ben Mohamed, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, est à Mayotte. Ce soir, il est avec nous pour parler de son parcours hors du commun. Mais avant de développer ces titres, on apprend cette réunion de négociation entre l'intersyndicale des sapeurs-pompiers de Mayotte et la direction du SDIS en présence du sous-préfet Étienne Guillet. Des sapeurs-pompiers qui ont lancé un préavis de grève qui prend effet le 1er juillet 2019. Ils dénoncent de nombreuses difficultés dans l'accomplissement de leur mission. Pas moins de 13 points de revendication liés à des problèmes d'ordre opérationnel, d'hygiène, de santé et de sécurité du personnel. Des négociations qui viennent d'être suspendues, reprises demain dès 8h. Ils ont entre 21 et 31 ans. Ils sont sri-lankais, mais c'est depuis le sud de l'Inde qu'ils sont partis. Et pour la première fois, ils ont accepté de raconter leur histoire, leur périple de 15 jours en mer, mais aussi la peur des conflits religieux qui minent leur pays. Autre fait marquant, certains disent avoir été forcés à embarquer sur le boutre qui les a menés jusqu'ici. Écoutez leur histoire, ils sont au micro de Maolida Buenaheri. Ils nous ont donné rendez-vous dans la rue car depuis qu'ils sont sortis de la zone d'attente, ils n'ont toujours pas trouvé d'endroit où dormir. C'est au marché. Oui. Market both sides. Both sides. Near the sea. Near the sea. Okay. Donc ils dorment là derrière le marché, aux abords de la mer. Donc ils n'ont pas encore l'endroit de dormir. Maurice, un autre demandeur d'asile, leur sert de guide et d'interprète. Je les ai vus assis quelque part, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai dit mais ça fait noir, qu'est-ce qu'ils font ici? Alors j'ai essayé de les parler en français, ils ne parlaient pas le français. J'ai dit, do you speak English? Est-ce que vous parlez l'anglais? Ils étaient très heureux d'entendre quelqu'un qui peut les côtoyer. Alors, dans le groupe, Rumesh est le seul à parler anglais. Il nous raconte son histoire. Comment il a pris l'avion vers l'Inde pour fuir les attaques de l'État islamique dans son village. Et surtout, leurs 15 jours de périple en mer. Dans mon village, il y a beaucoup de musulmans. Il y a eu des attaques de l'État islamique dans les églises. Ils visaient les chrétiens. Tout le monde a fui. Je ne sais pas où se trouve ma mère, ma famille. J'ai fui pour venir en France. On a passé 15 jours en mer. C'était très dangereux. Il y avait 2 femmes avec nous. On n'avait rien à manger, juste du jus et de l'eau. Mais tous n'ont pas la même histoire. Ce jeune homme dit avoir fui des menaces de kidnapping et de mariage forcé envers sa fiancée, qu'il a emmenée avec lui. En tout, ce périple leur a coûté chacun 7 000 €. Mais selon eux, ce voyage dans la clandestinité leur a été imposé. Je ne savais pas comment faire ni comment ça se passait. Je voulais que mon agent me donne un vrai visa. Ils ont pris l'argent et nos passeports. Ils nous ont mis une arme sur la tête et nous ont dit de monter sur le bateau. En attendant que l'OFPRA vérifie leur dossier, les 6 migrants disposent de 6 mois de bons alimentaires, 10 € par jour avec lequel ils devront vivre, mais pour l'heure, toujours pas de logement pour les accueillir. Et sur le même sujet, plusieurs passeurs, mais aussi des commanditaires et d'autres personnes liées à un réseau d'immigration clandestine ont été présentés cet après-midi devant le juge. Une comparution immédiate qui n'a finalement pas eu lieu. L'un des prévenus n'ayant pas d'avocat, les victimes encore moins. L'affaire a donc été renvoyée au mois d'août prochain. Autre conséquence, les prévenus qui étaient en détention ont été libérés. Ils comparaîtront libres dans 2 mois. Après la découverte d'un volcan près de notre île, une mission spéciale de la sécurité civile a été envoyée dans le département. 2 semaines de travail, le temps nécessaire pour adapter le dispositif de gestion de crise sur le territoire.
car jusqu'alors, rien n'était prévu pour faire face à ces phénomènes, comme l'enfoncement accéléré de notre île ou des risques de tsunami. Alors avant de quitter l'île, ils se sont exprimés dans les colonnes du journal de Mayotte, compte rendu avec Henriette Bonaïssa, Maolida Bonaïri. L'origine des séismes qui ont secoué l'île pendant 1 an étant connue, les répercussions liées à l'enfoncement de Mayotte de 13 cm dans la mer suscitent des interrogations. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur a dépêché sur place une mission de sécurité civile de 4 personnes portant sur les risques liés au volcan. Pendant 2 semaines, du 17 au 31 mai, elle a mis l'accent sur le risque submersion générale afin de pouvoir mettre en place des dispositifs visant à préparer la population. Dans cet entretien au journal de Mayotte, la mission précise que la priorité, c'est l'information de la population, puis sa mise à l'abri en cas de besoin et sa protection. En attendant les avancées sur la connaissance du phénomène, ces missionnaires privilégient l'information préventive, surtout auprès de la population vivant au bord des rivages. Toujours selon elle, un travail est aussi mené avec le vice-rectorat pour une approche pédagogique du phénomène. Des plans de prévention des risques naturels intégrant les mouvements de terrain, l'inondation, le ruissellement et le risque sismique existent déjà. Et plus récemment, des identifications ont été faites par la DIAL en fonction de l'érosion et de la submersion marine sur l'ensemble du pourtour côtier de Mayotte. Cette démarche sera bouclée en 2020 par les 17 communes. D'autres études complémentaires vont également voir le jour par rapport au risque de submersion marine. Le journal de Mayotte poursuit, des initiatives locales se mettent en place. Le président de l'association des maires de Mayotte va initier une tournée d'information dans chaque commune pour vulgariser ces phénomènes et les risques qui en découlent. Plus la population a toutes les informations utiles et indispensables entre les mains, mieux elle peut se protéger, conclut la mission. Et c'est un autre séisme qui a ébranlé le monde politique après 2 ans à la tête du parti Les Républicains. Laurent Wauquiez démissionne de la présidence du parti, une décision qui paraissait inévitable suite à la cuisante défaite du parti aux élections européennes. Maintenant, une question se pose, qui pour diriger les Républicains ? Écoutons tout d'abord cette réaction d'Amdilo Aïdou Soumaïla, représentant local du parti. Il est au micro de Taslima Abdou Hamza, de Abalkassim Aben et Maolida Bonaïri. C'était difficile, forcément, mais le président Wauquiez a pris la décision qui s'imposait en faisant le choix de préserver l'institution, la famille républicaine. C'est important, au-delà des hommes, c'est aussi l'institution qu'il faut préserver. Donc je voudrais vraiment, en ce sens-là, lui remercier d'avoir pris cette décision lourde, quelque part de conséquences, mais c'est une décision qui salutaire pour permettre à la famille politique finalement de se retrouver, de repartir sur de nouvelles bases, peut-être demain avec une organisation collégiale qui va permettre à la famille de rentrer dans les élections municipales dans de bonnes conditions et surtout préparer les futures échéances qui sont importantes, notamment l'élection présidentielle et législative. Laurent Wauquiez a pourtant tenté de conserver sa fonction au sein du parti. Une position difficilement tenable car, vous allez le voir, bien avant ces élections européennes, il peinait déjà à faire l'unanimité. Ambroise Duché. Laurent Wauquiez aura mis 1 semaine à s'y résoudre. Démissionner de la présidence du parti après le pire score de la droite sous la Ve République. Il y a eu de l'attente. Ce matin, devant le siège de LR, les derniers fidèles du président démissionnaire affichent une certaine déception. Il a privilégié l'intérêt de la famille politique à son intérêt à lui. Moi, personnellement, évidemment, c'est un ami, donc c'est quelque chose qui n'est pas agréable. On est triste parce que Laurent Wauquiez a pris une décision courageuse, digne et remplie de sagesse. La pression était devenue intenable pour Laurent Wauquiez, celle des jeunes pousses des Républicains qui réclamaient une refondation du parti, celle des plus aguerris à l'image de Gérard Larcher, ou encore de ses concurrents comme Valérie Pécresse qui le poussaient à jeter l'éponge. Ajoutez à cela plusieurs maires comme Jeanne Bécard qui menaçaient de quitter le parti. La démission de Laurent Wauquiez pourrait la faire rentrer dans le rang, mais elle attend avant tout un changement de ligne politique. C'était une stratégie qui a été voulue depuis que M. Wauquiez est à la tête de LR, qui a montré son inefficacité et même sa toxicité pour notre parti.
Un positionnement beaucoup trop clivant, pas assez social, qui a fait fuir les électeurs de droite. Voilà le véritable problème, souligne Éric Woerth. Laurent a, je pense, commis une erreur stratégique, si on peut employer ce terme, qui est celui de faire camper la droite uniquement sur l'aile conservatrice de la droite. Pendant ce temps, Marine Le Pen, dans un tweet, tend la main à tous les cadres et les électeurs LR. À 9 mois des municipales, la droite est à terre et chacun le reconnaît. Il faudra tout reconstruire. Et on reste dans l'Hexagone avec cette question. À quoi ressemble la vie en prison? L'une de nos équipes a pu accompagner durant 5 jours les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, où sont détenues près de 1000 personnes. Dans ce reportage, vous découvrirez les premières heures des personnes incarcérées et le travail des surveillants pour les rassurer, les accompagner dans les meilleures conditions. Le quartier des arrivants à Bois d'Arcy, un reportage signé Pierre Lacombe et Denis Rousseau-Caplan. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy, l'un des plus grands centres pénitentiaires de la région parisienne. 1000 détenus, 300 surveillants, la moitié est originaire des Outre-mer. Dans cette prison, tous les profils. Des petits délinquants, des braqueurs, des agresseurs sexuels, des assassins, des terroristes aussi. Et pour eux, tout commence ici, au bureau de greffe du quartier des arrivants, la porte d'entrée de la détention. Fouille intégrale, objets personnels consignés, relevé d'empreintes, numéro d'écrou, la règle est la même pour tous. Cet itinéraire, Alain le connaît bien. Condamné à 2 ans de prison, il avait réussi à obtenir un régime de semi-liberté, mais un soir, après avoir rendu visite à son père mourant, il n'est pas rentré à la prison. J'ai un peu pété les plombs, quoi. J'ai pas su gérer l'information et le stress. Et j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'était des Temesta, et j'ai pris la boîte de Temesta. J'ai dormi pendant 4 jours d'affilée, quoi. Les arrivants restent en moyenne 4 à 7 jours dans ce quartier. Le temps pour Michael de repérer les détenus les plus fragiles, le temps d'aider les autres à prendre leurs repères. C'est une prise en charge effective pour la personne détenue arrivante afin de la rassurer et de la comprendre, l'aider à comprendre sur son passage et puis un travail sur l'observation. On est dans le repérage. Repérage tant qu'avec au niveau de la prévention des suicides, il y a aussi les personnes qui ont le choc carcéral, ce qu'on appelle les primo-incarcérés. Je suis arrivé ici, je commençais à pleurer. Quand j'ai pris ma douche, je pleurais comme un enfant. Je dis c'est un autre monde, c'est la première fois que je viens ici. J'étais vraiment pas bien. J'ai senti qu'on m'a tué. Et j'ai pris un sac, je me suis mis sur moi. J'ai serré le sac. J'ai dormi avec. Les surveillants sont venus, ils m'ont vu, je commençais à partir, quoi. Des dizaines de détenus arrivent tous les mois. 2 jours, 2 nuits, 24 heures sur 24. Les 4 doigts. Vous connaissez le principe, tant que vous êtes au quartier arrivant, elle est gratuite. Donc, ce soir, vraiment, c'est tranquille. Mais il y a des fois on arrive, par exemple, il y a 10 détenus, 10 arrivants qui arrivent d'un coup. Et quand les 10, ils sont énervés, là, ça fait beaucoup plus de tapage. On essaie justement d'éviter que ça parte en sucette. Les premières heures en prison sont les plus difficiles. Les détenus doivent se familiariser avec le bruit, les cris, les insultes. La lumière, elle est dans les toilettes. On va faire l'état des lieux ensemble. Le lit, en bon état. Les vitrines sont en bon état. Vous avez... Les surveillants, eux, doivent rassurer ces nouveaux incarcérés sans jamais baisser la garde. Même que la personne détenue nous parle super bien, il ne faut jamais prendre confiance en fait. Parce que la personne détenue, en gros, s'il peut nous descendre, il va nous descendre. Tandis que nos collègues, ils seront toujours là. Ce soir, Nathalie et Michael vont redoubler d'attention. Une crise d'angoisse, un malaise, une tentative de suicide. Dans ces premières heures, tout peut arriver. Passons maintenant au sport avec du football à quelques jours du début du mondial féminin de football qui se jouera en France.
On accueille aujourd'hui un jeune au parcours particulier. Il a 29 ans, un parcours sportif à faire briller les yeux de tous les jeunes Mahorais amateurs de football. El Fardou Mohamed est de retour sur son île natale. Ce joueur professionnel est passé par la Réunion, l'Hexagone, où il a joué au Havre notamment, avant de rejoindre la Grèce à l'Olympiakos du Pirée. Et depuis 1 an et demi, il est attaquant au sein de l'Étoile Rouge de Belgrade. El Fardou, bonsoir. Bonsoir. Alors, parcours quand même assez incroyable. Est-ce qu'il faut vraiment passer par là pour atteindre ce niveau de jeu? Oui, bien sûr, quand je viens de Mayotte, forcément, on a un parcours qui est atypique parce qu'il faut aller en métropole. Et ensuite, si la métropole, ça passe pas, il faut finir, comme vous l'avez dit, soit en Serbie, soit en Grèce, où c'est des championnats moins réputés, mais qui donnent la chance justement aux jeunes qui ne sont pas gardés en métropole. Un parcours durant lequel vous avez pris certains risques. Par exemple, il y a 5 ans, vous avez fait le choix controversé d'aller jouer au sein de l'équipe comorienne et participer à des compétitions plus importantes. Qu'est-ce que cela vous a apporté de prendre cette décision? Moi, déjà, à la base, quand je suis parti jouer pour les Comores, c'était un choix sportif. Parce que voilà, je voulais jouer des grandes compétitions, je voulais jouer la Coupe du Monde. Et comme malheureusement, je ne pouvais plus postuler pour l'équipe de France, donc il fallait me rabattre sur quelque chose de positif. Donc j'ai choisi les Comores. Ensuite, pour l'instant, ça m'a réussi parce que ça m'a permis de jouer justement des championnats comme la Serbie ou de jouer la Ligue des Champions. Comment exactement? Vous avez pu jouer les CAN, c'est ça, les coupes? Oui, on a fait les qualifications pour la CAN. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié pour... En quoi ça vous a aidé à atteindre la Serbie, par exemple? En jouant ce genre de compétition, en fait, vous avez des clubs comme justement l'Étoile Rouge qui supervisent beaucoup les pays comme l'Afrique, comme l'Asie. Donc voilà, ils ont vu que j'étais international comorien, donc c'était plus facile pour eux de recruter un international que quelqu'un qui joue dans le championnat amateur. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes l'un des rares professionnels, mahorais, peut-être même le seul à évoluer dans la sphère des grands clubs européens. Racontez-nous une journée type au sein d'un club comme celui de l'Étoile Rouge. Vous savez, c'est une journée comme tout le monde, entre guillemets. Voilà, on a une séance d'entraînement par jour. Après, les matchs, c'est le week-end. Donc ça fait qu'on a 6 entraînements et le match. Donc c'est intense parce que ça peut durer jusqu'à 2 heures par jour. Ensuite, j'ai une vie normale où je suis avec ma famille et voilà. Aujourd'hui, vous êtes le meilleur buteur de votre club, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Pour moi, ça a été une saison incroyable parce que, comme vous l'avez dit, j'ai joué la Ligue des Champions. Ensuite, j'ai fini meilleur buteur de mon club, donc ce qui ne m'était pas arrivé depuis un petit moment. Et j'ai vraiment apprécié cette saison parce que voilà, j'ai joué contre des équipes comme Liverpool, comme le Paris Saint-Germain. Donc c'est quelque chose d'inoubliable pour un joueur. Et c'est quelque chose où je sais que voilà, plus tard, je me souviendrai. Et vous avez aussi rencontré de grands joueurs, de grands footballeurs? Oui, bien sûr. Quand vous jouez la Ligue des Champions, forcément, vous rencontrez parmi les meilleurs joueurs du monde. Et cette année, j'ai eu la chance justement de jouer contre le vainqueur de cette année, Liverpool, et qui avait vraiment une équipe assez costaud. Ensuite, voilà, on connaît les stars du Paris Saint-Germain, où il y a Neymar, où il y a Mbappé, qui sont les plus connus. Après... C'est un rêve pour moi, surtout venant de Mayotte, j'ai réalisé mon rêve, quoi. Alors, la question que tout le monde sûrement se pose aujourd'hui, est-ce que ça paye bien? Oui, bien sûr, voilà, forcément. Après, moi, à la base, je fais le foot parce que j'aime le foot. Et grâce à Dieu, ça me permet de gagner bien ma vie. Ouais, donnez-nous quand même une petite idée. Non, ça dépend. Voilà, en France, ça peut commencer de 3 000 euros bruts jusqu'à les millions. Et pour moi, je gagne bien ma vie, donc j'en suis content.
D'accord, merci beaucoup El Chardou pour ces explications. Merci. Et vous allez continuer ici, vous allez rencontrer, vous avez prévu de faire des choses rapidement? Oui, là pour l'instant je suis venu en vacances, donc je profitais de ma famille. Ensuite, voilà, je vais commencer à aller voir mon village Barakani. Et... voir des petits jeunes qui jouent peut-être, oui, parce que des voilà, clubs. ça fait partie de mes projets, d'aider les jeunes Mahorais à pouvoir s'épanouir dans le foot, parce que c'est important de commencer tôt. Et voilà, comme maintenant j'ai une expérience dans le monde du foot, ça me permet d'aider s'il faut, et ensuite, pourquoi pas créer une école de foot à Mayotte. Merci pour ces précisions et vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière, pour la suite de votre parcours professionnel et peut-être ce club qui ouvrira ici aussi. Je l'espère. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition marquée par ce témoignage inédit. 6 Sri Lankais arrivés la semaine dernière à Mayotte. Un périple de 15 jours dans l'océan Indien après avoir fui les conflits religieux et les menaces d'enlèvement. Ils auraient pris le bateau en Inde avant d'arriver sur nos côtes. Des parcours qui devront être vérifiés par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avant toute réponse sur leur demande d'asile. Dans un instant, votre journal en mahorais avec Papino Zaidani. Demain, l'actualité revient dès 7h avec l'équipe de la matinale. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.